l'État congolais, en partenariat avec la société civile, plus précisément les organisations des personnes vivant avec handicap, qui ont milité pour leur insertion, leur intégration dans le monde professionnel, qui aujourd'hui nous donne ce privilège d'être devant vous pour parler de l'emploi des personnes handicapées. Mais hier, comme tout le monde le sait d'ailleurs, la personne handicapée n'avait pas accès au monde du travail, ne pouvait pas émerger dans les registres de la fonction publique. Bon, et il y a eu un grand militantisme dont moi-même qui vous parle, j'ai fait partie en 2005, qui nous a conduits devant les autorités publiques, plus précisément ceux de la fonction publique et du ministère des Affaires sociales, et à l'issue duquel nous avons trouvé une approche de solution. C'est celle qui consiste à recruter les personnes handicapées diplômées. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux que cette démarche est aboutie. Vous voyez? Et aujourd'hui, non seulement que ça aboutit, mais nous découvrons encore un autre problème majeur, celui d'orientation et d'utilisation du personnel. Vous voyez? D'abord, lors de cette démarche, de cette négociation, il n'y a eu que le ministère des Affaires sociales qui a accepté de recevoir des personnes vivant avec handicap. Mais nous sommes de plusieurs formations. Il y a des économistes, des comptables, des juristes, des financiers, mais englober tout ce monde-là dans un seul ministère, cela pose problème. Ça veut dire qu'on ne vous laisse pas le choix. Bon, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est peut-être la problématique, c'est de poser une brèche qui dit que les autres ministères, pourquoi ils ne reçoivent pas les fonctionnaires handicapés ou bien ne laissent pas une passerelle pour ces derniers de travailler dans leur ministère approprié. Je parle de la justice, des finances, de la douane. Bon, on pourrait parler d'une marginalisation systématique, vous voyez. Bon, avec le fil du temps, tous ceux qui ont été recrutés en 2006 jusqu'à nos jours sont en train de se former, de se reformer, de se recycler. La crème, elle est là. Est-ce qu'on va continuer à les garder dans cette situation? Voyez-vous? Bon, vous êtes venus ici dans les murs de l'Institut des jeunes sourds. Vous avez écouté monsieur le directeur. Il vous a parlé de l'insécurité. Il vous a parlé des infrastructures qui ne répondent pas. Il vous a parlé du pléthore des enfants dans des salles de classe. Il vous a parlé de la formation des maîtres, des professeurs. Il vous a parlé de la fermeture du MEPSA, cet institut qui formait les enseignants ou les professeurs spécialisés. Vous avez posé une question, celle qui consiste à étendre l'Institut des jeunes sourds dans les autres départements du pays. Eh bien, il était clair en disant que cela ne suffit pas d'étendre seulement l'Institut partout dans les départements, mais il fallait d'abord un travail de fond à faire au préalable, c'est-à-dire préparer les formateurs, les enseignants, pour contenir ces institutions ou cet institut qu'on pouvait mettre en place partout dans les départements. Mais il y a eu une avancée considérable du côté de la politique. Bon, cette avancée, on peut l'identifier sur les textes. Aujourd'hui, il y a un arrangement qui dit que chaque fois qu'il y a recrutement, en principe, c'est ce qui est dit, chaque fois qu'il y aurait recrutement au sein de la fonction publique, le ministère des Affaires sociales avait accepté qu'il y ait dans le quota qui leur serait réservé 10% des personnes vivant avec handicap qui seraient recrutées. Bon, c'est bon tout cela, mais moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on
on endosse la responsabilité seulement au ministère des Affaires sociales. Il faut qu'on voie avec les autres ministères, hein, qu'il y ait aussi un quota comme ça pour donner la chance à tout le monde. Parce que même la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées exige aux États, hein, de recruter les personnes vivant avec handicap. Mais cette convention ne dit pas qu'il n'y a que le ministère des Affaires sociales de chaque État qui devait contenir ces personnes, parce que tous n'ont pas reçu la même formation. Voyez-vous? Bon, aujourd'hui, tel que l'a dit le directeur de l'Institut, il a parlé de l'insécurité. Moi, j'ai pris part à une conférence où on a élaboré le plan d'action sur la sécurité routière avec le ministère des Transports. Tout cela a été évoqué. Tout cela a été évoqué. J'ai pris part, j'ai eu la chance de prendre part à une réunion, une conférence régionale de l'OMS, Afrique, qui parlait sur la santé de la personne handicapée. L'état de santé de la personne handicapée. Chez nous, quand vous parlez du ministère des Affaires sociales, quand vous parlez du ministère de la Santé, quand vous parlez du ministère de la Justice, cela prouve à suffisance que le problème des personnes handicapées reste entier. Il reste entier, et je pense que pour certains, hein, qui sont modestes, ils disent qu'un grand travail est en train de se faire. Moi, je parle du grand travail sur le point de vue documents, hein, des chartes, des conventions, des lois votées ici et là au Parlement. Mais tous ces documents-là qui pouvaient servir de canevas pour améliorer la condition de la personne handicapée n'est pas appliqué. Vous êtes sans ignorer qu'au Congo, il y a une loi portant statut, protection, promotion, protection de la personne handicapée. Cette loi date de plus de 15 ans aujourd'hui, à moins que je me trompe, 18 ans même. Mais cette loi ne trouve pas de texte d'application. Je m'en réjouis aujourd'hui qu'on ait prévu dans la nouvelle Constitution un conseil consultatif national qui sera un instrument de proposition, de suggestion auprès du gouvernement. Si cette convention, plutôt ce conseil consultatif national des personnes handicapées pouvait jouer pleinement son rôle, je pense que toutes ces questions seront mises sur la table pour que le gouvernement prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de l'insuffisance. On ne pouvait pas parler du pléthore des élèves sourds dans les salles de classe. Hein? Parce que nous avons deux grands ministères chargés de l'enseignement qui devaient cadrer. Vous savez, le problème de l'éducation des personnes handicapées s'étend jusqu'à l'université. Vous suivez les médias tout comme moi. D'abord, vous-même, vous êtes une chaîne. Vous savez que le gouvernement congolais a eu à octroyer des bourses aux étudiants qui sont allés d'aucuns, je ne sais pas, à Cuba, d'autres, je ne sais pas si c'est au Portugal ou c'est en Chine. Combien de personnes vivant avec handicap que vous avez identifiées parmi ces éléments? Ce qui veut dire que déjà systématiquement, dans la tête des responsables, cela n'est pas comptabilisé. C'est un problème gravissime. Hein? Toutes les fois que nous animons des conférences, des réunions, que nous prenons part à des rencontres régionales, internationales, nationales, nous ne cessons de marteler là-dessus. Quand vous prenez le droit de l'homme, combien de handicapés sont là? Quand vous partez à la CONEL ou à la CENI, aujourd'hui, CENI, qui s'occupe des élections, combien de personnes handicapées sont incluses dedans pour qu'ils regardent les conditions, les modalités, combien de personnes handicapées sont intéressées par le cycle électoral? On n'en parle pas. Ils se préoccupent des partis politiques. Les couches vulnérables ne sont pas tenues en ligne de compte. On parle de la société civile. Quand on parle de la société civile au Congo-Brazzaville,
Demandez dans cette société civile combien de représentants il y a des personnes handicapées. Aujourd'hui, même dans le gouvernement, même dans notre gouvernement actuel, les handicapés sont représentés par qui? Vous parlez du ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales, c'est une structure gouvernementale qui s'occupe de tout le monde. Mais la spécificité existe justement, c'est pour relever des questions majeures, des couches vulnérables. Vous avez des parents défaitistes, des parents qui n'ont pas de revenus mensuels, qui n'ont pas d'emploi, mais qui regorgent au sein de leur foyer des personnes vivant avec handicap, qui ne peuvent pas prendre en charge. Vous savez combien coûte une paire de cannes? Vous savez combien coûte un appareillage, une prothèse? Si un parent ne peut pas s'en occuper, ne peut pas faire face, qui devait s'en occuper? Que fait la justice? Voyez? Donc le problème reste entier. Je pense que nos gouvernants devraient regarder cette question de façon minutieuse. Il devait avoir même dans chaque structure un représentant de personnes handicapées assermenté pour justement rappeler, faire des suggestions, des propositions. Tant que vous ne pouvez pas travailler avec une personne handicapée, vous ne saurez pas quels sont ses problèmes. Si moi aujourd'hui, je suis économiste de formation, aujourd'hui administrateur, parce que sorti de l'ENAM, mais demandez-moi dans quelles conditions j'ai accédé à cette école de formation nationale. C'est un spectacle pour accéder dans ta salle de classe. Voyez-vous? Tout cela, combien de responsables, combien de conseillers du gouvernement, des responsables de ce pays dispensent les cours dans ces écoles? Ils ne voient pas? Que disent-ils lorsqu'ils se retrouvent? Ils n'ont pas ça dans la tête. Pour qu'ils aient ça dans la tête, il faut que pendant qu'ils sont dans leur belle voiture, qu'ils se cassent la jambe ou qu'ils se fracassent un bras. Il saura quelle est la douleur que l'autre qui est en face de lui rencontre. Quelle est l'implication de l'État? Quel est le support? Quel est l'apport que le gouvernement apporte aux familles? Pendant qu'on fait les recensements, quelle est la précision qu'on apporte dans un foyer où il y a 2-3 membres de personnes handicapées? Ils ne tiennent pas compte de ça. Même dans les statistiques de la nation, c'est très difficile. Rares sont ceux qui y pensent. Lorsqu'on construit, vous voyez, il y a un grand chantier dans le pays, sur toute l'étendue du territoire. Même les caniveaux qu'on construit, on oublie qu'il y a des aveugles. On oublie qu'il y a des personnes handicapées. Ceux qui peuvent rouler avec un fauteuil roulant. Mais ils ne peuvent pas accéder là où il est. Les trottoirs, les chaussées. Regardez dans quelles conditions c'est fait. Dernièrement, là, sur l'avenue Denis Sassou Nguesso, quand vous allez vers le cercle de l'Institut français, il y a eu une personne à mobilité réduite qui a été renversée par un bus sur son fauteuil. Pourquoi? Parce que pas d'éclairage. Aucune condition, aucune mesure sécuritaire n'est prévue pour les personnes vivant avec handicap. Voyez-vous? Donc, chers messieurs, c'est bien qu'on parle des sourds, mais en dehors des sourds, il y a des personnes aveugles, il y a des personnes psychomoteurs, il y a des gens qui, comment on dit, il y a des fous qui traînent partout là. Hein? Quel est le plan national d'intervention dans ce secteur? Le problème reste entier. L'État a du pain sur la planche. L'État devait engloutir le maximum d'argent dans le social. Quand il donne des bourses, qu'il tienne compte des personnes handicapées, qu'il regarde. Donc, combien de familles il y a des enfants qui sont enfermés chez eux? Ce n'est pas parce que les parents n'aiment pas leurs enfants, mais c'est parce qu'ils manquent de moyens. Ils ne peuvent pas déjà s'alimenter eux-mêmes au quotidien. Ils ont un seul repas par jour. Ce n'est pas un jour au lendemain qu'ils vont se lever pour engloutir 60 000, 100, 250 000 pour acheter un auxiliaire de mobilité pour leur fils. Là encore, moi je vous parle parce que mes parents ont mis le paquet pour que j'arrive à l'école, pour que je commence à travailler. Mais ceux qui n'ont pas cette chance-là, ils sont voués à quoi? À la mendicité, à l'abandon. Vous avez entendu, monsieur le directeur,
Il y a des enfants qui sont enfermés dans des placards. À l'époque, j'étais encore jeune, je devais être à l'école primaire. Les affaires sociales, il y avait des agents qui sillonnaient dans des foyers pour identifier des gens, pour identifier les couches vulnérables, les personnes handicapées. Les aveugles qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas du travail. Comment font-ils pour vivre? Quand vous allez dans les banques, aujourd'hui on parle des fonctionnaires qui travaillent, des fonctionnaires handicapés, ils travaillent. Comment accèdent-ils dans des banques? Et quand vous parlez de la santé, combien y accèdent? Aujourd'hui, vous connaissez le coût de l'ordonnance. Vous connaissez les consultations. Il ne travaille pas, il est démuni, il est handicapé, il est issu d'une famille pauvre. Quelles sont les précautions, quelles sont les mesures prises par l'État pour pallier à toutes ces questions-là? Il faut refaire le système social du Congo.